Ça vous inspire ou pas les gilets jaunes? C'est l'actualité, ça le sera particulièrement demain, depuis le temps qu'on en parle. Les autorités s'attendent à 1500 actions dans tout le pays, sur les routes, les ronds-points, les dépôts de carburant. Édouard Philippe, le Premier ministre, a assuré que la liberté de manifester serait bien sûr respectée, mais que bloquer le pays n'était pas acceptable. La question qu'on vous pose, c'est est-ce que Emmanuel Macron joue gros dans cette histoire? Isabelle Saporta. Oh bah oui, enfin on l'a bien vu là. Enfin, ce qui est assez hallucinant d'ailleurs avec Emmanuel Macron, c'est quand il essaie de faire de la proximité, ça marche jamais. C'est-à-dire qu'il a envoyé au front ce pauvre Édouard Philippe avec sa kyrielle là de mesures chez Madame Martichoux. D'ailleurs, c'était super, on était très contents qu'il soit là. On avait l'impression que les mesures, il les avait un peu sorties du chapeau assez vite. D'ailleurs, le lendemain, on avait le mec du Fioul qui était là à l'antenne d'Yves Calvi en train de dire ah ben, nous on a appris en écoutant le Premier ministre qu'il y aurait plus de filière Fioul d'ici 10 ans. On est quand même un peu malheureux de le savoir. Et Macron se retrouve du coup sur le porte-avions pour essayer de nous expliquer qu'il est plus proche des Français. Je ne sais pas quel est le conseiller en com qui lui a dit que ce serait une bonne idée d'aller parler des gilets jaunes sur un porte-avions nucléaire, mais je trouve que c'est une faute de goût totale. Et par ailleurs, ce qui est sur le mouvement, pour rentrer sur le fond, sur le mouvement, moi je ne vois pas effectivement comment une kyrielle de mesures techniciennes répondent à un mécontentement et à des gens qui vous disent au fond vous nous traitez mal, vous nous méprisez, regardez-nous. Donc effectivement, je suis pas très, je suis un peu inquiète. Vous pensez, Jean-Luc Manot, par exemple, qu'on craint cette journée du côté de l'Élysée? 2 gilets jaunes seulement cet après-midi dans le bureau de Matignon pour la fameuse réunion très attendue avant l'acte 3, donc le 3e week-end de mobilisation de ces gilets jaunes. Est-ce que c'est un fiasco ou pas? On a envie d'entendre Isabelle Saporta là-dessus. Écoutez, j'entendais Yvan et Oufol dire que c'était ils arrivaient en force. Moi, je les ai pas trouvés arrivés en force, ces deux gars-là. Hein. C'est-à-dire celui qui sort en expliquant, si vous dites ils sont arrivés en force parce qu'ils sont vainqueurs. Il sort de cet entretien avec le Premier ministre en disant je ne ferai pas d'entretien. Et là, on voit les limites pour moi de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une espèce de démocratie directe, sans aucun corps intermédiaire. Et là, on voit aussi les limites de ce qu'a fait Macron, c'est-à-dire qu'à force de flinguer tous les corps intermédiaires les uns après les autres, il a quand même humilié Laurent Berger, tant et plus, le patron de la CFDT, qui revient plus ou moins dans la danse et encore. On se rend compte que c'est de discuter avec cette espèce de mouvement qui veut une démocratie directe et qui, à chaque fois qu'elle finalement elle met à sa tête un représentant, le tue aussitôt parce que le mouvement pourrait lui échapper. On est dans quelque chose quand même d'assez dangereux. Donc moi, j'entends la colère et je comprends la colère de nos concitoyens. Par contre, ce que je vois, c'est que malgré tout, la démocratie, ça marche pas mal. La représentation, elle n'est plus directe. Aujourd'hui, elle est parlementaire. Il y a des corps intermédiaires et j'aimerais bien que les corps intermédiaires se ressaisissent de ce mouvement plutôt que cette espèce de mascarade à laquelle on a assisté aujourd'hui. Vous dites qu'on est dans une impasse, du coup? Oui, on est dans une impasse parce qu'on voit bien. C'est-à-dire qu'on voit bien ce jeune homme, quand il a pris la parole, il a dit si je ne peux pas filmer, s'il ne peut pas y avoir une transparence totale, alors on pourra me reprocher ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire qu'on est dans une logique totalement complotiste et paranoïaque. Et on voit bien qu'on n'en sortira que, effectivement, avec des corps intermédiaires, avec une représentation parlementaire. Moi, je suis... Non, justement, c'est le problème aujourd'hui, c'est que ça ne fonctionne plus. Mais c'est pas que ça fonctionne plus. Vous oubliez le contexte, malgré tout, c'est que ces gens-là viennent à Matignon après que le président ait déclaré que, certes, il ferait une grande concertation durant 3 mois, mais que sa décision a été prise. Donc, il ne s'était même pas la peine de discuter de ceux qui veulent discuter. Que Macron soit d'une maladresse inouïe, j'en conviens. Ça, je vais pas vous dire. À quoi bon discuter de la suppression des taxes sur le carburant si ces taxes sont maintenues? Les gens ne sont pas totalement idiots. Il y a beaucoup d'autres choses à discuter. Moi, si vous voulez, bien sûr, mais dans l'immédiat, c'est là-dessus. Et donc, il y a une provocation de la part du pouvoir disant on veut bien vous entendre pendant 3 mois, on va se boucher le nez, on va vous entendre, mais quoi qu'il arrive, on va s'asseoir. Vous voyez bien, Yvan, qu'on est dans une ornière là, quand on a deux représentants seulement qui viennent, dont un qui se dédie aussi. On n'est pas bien quand même. Je vois quelques instants sur le fait quand même qu'on est en train de barricader la capitale de notre pays pour demain et qu'on a de plus en plus de Parisiens qui vont quitter la ville. C'est-à-dire qu'on a entendu tout à l'heure des gens qui ont appelé des hôtels à Versailles en se disant je quitte Paris, je vais dormir à Versailles. Mais on le fait tous, en vrai, dans la vraie vie on le fait tous. Moi j'ai des gamines qui devaient aller là et je n'y vais pas, donc il faut quand même dire les choses. Vraiment, c'est vrai qu'on a un peu la trouille. Moi j'ai un peu la trouille, je sais pas vous, mais moi j'ai un peu la trouille. Et c'est vrai que tout ça est un peu flippant et c'est vrai que la violence qui est véhiculée. Et là on est aussi un petit peu coupable. Vous entendez Antonin André dire oui, ces gilets jaunes sont violents, mais nous les médias on leur a laissé vraiment les micros ouverts aussi à déblatérer conneries sur
pure connerie, pardonnez-moi d'être grossière, c'est-à-dire vraiment les appels au putsch, les appels au meurtre, les tirades antisémites sur Macron, d'ailleurs qui n'a pas mérité de tirades antisémites, pauvre homme, ni personne ne les mérite d'ailleurs, mais enfin, c'était hallucinant. Je veux dire, on a laissé une espèce de flot de déversement de haine sans contrôle et sans contre-pouvoir qui sont juste hallucinants. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Antonin, que j'ai trouvé très intéressant aussi, on a un petit peu construit ça. C'est-à-dire que quand même, malgré tout, le gouvernement a tué tous les contre-pouvoirs au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, on voyait, vous savez, ça a commencé par ce mouvement des maires là qui disait, je comprends pas, Emmanuel Macron vient pas nous parler, on est les maires, nous on est en face à face avec cette France qui souffre et on ne veut pas nous parler. Voilà. Là maintenant, on rappelle les maires, parce que comme vous le disiez tout à l'heure très justement, c'est vrai que ce mouvement, La République en marche, c'est presque un mouvement, je sais pas ce que, nénuphar, il flotte. On a l'impression qu'il a pas de racines, qu'il est là, comme une start-up nation, il flotte et voilà. Donc là, ils se rendent compte que, quand même, il aurait peut-être fallu écouter les maires. On se rend compte aussi que, on est content de retrouver la CGT, la CFDT, qu'on avait bien humilié. C'était un peu con, peut-être qu'on aurait peut-être dû un peu moins humilier, Laurent Berger il y a quelques semaines. Ça aurait été un petit peu plus simple. Donc je trouve qu'on a réussi finalement. À grand coup de menton de la part d'Emmanuel Macron, qui était quand même d'une maladresse. Rappelez-vous, c'était quoi? C'était le maître des horloges. C'est ça, vous avez dit tout à l'heure qu'il était à contretemps. Le maître des horloges, effectivement, jusqu'à l'année dernière, effectivement, il a été à contretemps tout du long de cette crise. Et je ne dis pas que c'est de sa faute, la violence, mais à force de morgue, à force de, d'être péremptoire comme ça, il a attisé une haine de lui. Et ça, moi, je ne sais pas comment on va s'en sortir, en fait, pour tout vous dire. Philippe Bailly. D'autant plus pour l'image est choquante, je suis d'accord aussi, l'image est choquante, on ne peut que être choqué par cette image. Néanmoins, on ne connaît pas le contexte, c'est vrai. Je retiens aussi qu'aucun gamin n'a été blessé. Voilà, c'est la seule chose qui compte. Que pour des policiers, c'est compliqué d'être face à des lycéens qui sont parfois un peu déchaînés et c'est très compliqué à canaliser. Et moi, je trouve aussi choquant, pardon, je vais peut-être être un peu politiquement correct, mais je trouve aussi choquant, et là c'est la responsabilité des médias, on l'a dit, mais aussi des politiques, l'exploitation politique de certains politiques. J'ai vu hier sur les réseaux sociaux des politiques de gauche, plus que de droite, je dois dire, s'indigner, relayer l'image, la montrer, la faire circuler. En disant l'État policier, ces pauvres gamins sont innocents, l'État fasciste, tout ça pour souffler encore sur les bras. Je trouve que dans le contexte actuel, je suis tout aussi choqué de l'utilisation politique qui est faite par une partie de la classe politique de ces images que ces images elles-mêmes. Isabelle, moi je suis entièrement d'accord avec Antonin André, et en plus c'est vrai que là on se rend compte, l'enquête du Monde qui était assez fouillée sur ces questions, on se rend compte qu'il n'y avait pas que des jeunes lycéens, qu'ils avaient été effectivement rejoints par des bandes organisées, qui avaient eu un pavillon de petits vieux qui avait été pillé, qu'on avait pris des bonbonnes de gaz, qu'on les avait jetées, robinet ouvert, dans des barrières en feu. Enfin, je veux dire, là, il y a un moment aussi, si vous voulez, on peut effectivement faire de l'angélisme. J'ai vu, moi aussi, comme vous, Benoît Hamon s'insurger, dire qu'on était quasiment dans un état fascisant ou presque. Et on peut aussi voir ce à quoi on à faire face nos policiers. Moi, faut faire attention à ce qu'on dit, et notamment, surtout dans ce contexte aujourd'hui. Attention même aux parallèles, aux images. Je veux dire que, bien sûr. Ces images rappellent à la nazie, en fait, non, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas non plus c'est pas non plus Daesh. Je veux dire, ces amalgames-là dans la bouche des politiques, c'est extrêmement, voilà. Mais pardon, je retourne les choses, effectivement, que on tombera d'accord sur le fait que d'instrumentaliser ça de la part de certains politiques, c'est détestable aussi. Et en tout cas, c'est irresponsable aujourd'hui. En revanche, quoi qu'aient fait ces gamins auparavant, il y a un moment, une manière pour les policiers qui sont des en charge d'une mission de maintien de l'ordre, mais respectueux des droits, etc. Ils leur jetaient pas des fleurs, ils leur jetaient des cailloux, ils avaient des bonbonnes de gaz. Sinon, y compris, on commence à légitimer Malik Oussekine. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Mais justement, là, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de mort. C'est justement toute la différence. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas dire de choses comme ça. Ce genre de comparaison, je veux dire, ces raccourcis-là sont absurdes. Il y a une différence quand même entre dire d'un côté, les policiers n'ont pas forcément choisi la meilleure attitude, en effet, on les obligeant à s'agenouiller, les mains menottées derrière le dos. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais on est d'accord là-dessus. Mais on est loin aussi de la mise en accusation de la police qui serait fascisante.
Alors, je n'ai non, non, pas mais dit, voilà. je dis simplement, si on ne maintient pas, si les autorités, le ministre de l'Intérieur, etc. Non, c'est pas la seule chose. Pour moi, c'est la seule chose. On a refait le monde on ce n'est pas soir. d'accord. Merci à Philippe Baillet. Vous n'êtes pas d'accord avec Isabelle Saporta, avec Antonin André et Olivier Mazerolle. L'actualité de 5 des Gilets jaunes, donc, qui aura bien lieu demain. La question est de savoir dans quelle proportion. C'est toute l'interrogation. L'idée est de se préparer à la pire des situations. Voilà ce qu'a déclaré ce matin sur RTL le préfet de police de Paris. Pour Emmanuel Macron, la France a besoin de retrouver un fonctionnement normal. Les Insoumis appellent à manifester. Philippe Martinez, qui battait le pavé aujourd'hui avec la CGT, lui veut multiplier les grèves. Voilà le décor à la veille de cet acte 5. Je voudrais vous écouter là-dessus. D'abord, est-ce que vous comprenez que les Gilets jaunes continuent ? Isabelle, là, on aimerait bien que ça s'arrête, en fait. On va pas se mentir, tous autant qu'on est. Donc là, c'est vrai que Macron a fait une prise de parole. On lui a beaucoup reproché d'être jupitérien, de pas être à l'écoute. Là, il était assez fébrile. Il a dit les choses. Il a lâché quand même pas mal de mesures sociales. Moi, ce que je trouve assez dramatique dans ce que vous êtes en train de nous dire, c'est la CGT. C'est-à-dire que là, on a vu qu'elle avait quand même perdu face à la CFDT son rang de premier parti de France. Ça y est, maintenant, c'est la CFDT. Et au lieu, elle court derrière les mouvements. C'est-à-dire ce mouvement qu'elle avait quand même agonie d'injures au début en disant que c'était un mouvement de fascistes et qu'elle voulait pas y mettre un orteil. Là, elle essaye de surfer sur la vague. Et je dois dire que je trouve ça assez pathétique. Voilà, gilet jaune, gilet rouge, gilet bleu. C'est ce que disait Martinez. Convergence des luttes. Convergence des luttes, ouais. Jean-Luc Manot. Ça n'a pas de sens, quoi. C'est des mouvements tellement différents. Moi, ce que je trouve quand même assez hallucinant là-dessus, c'est qu'effectivement, on voit les corps intermédiaires qui courent derrière ce mouvement. C'est-à-dire que là, la CGT court derrière ce mouvement qui, justement, refuse les corps intermédiaires, qui dit, mais nous, on ne veut plus, justement, de médiation. Nous sommes nous-mêmes notre voix. C'est ce que disait Yvan Rioufol. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Et quand tu vois Dupont-Aignan cavaler derrière, quand tu vois la France Insoumise cavaler derrière, pour un résultat assez médiocre jusqu'à présent. Ne comprends pas, ils courent pas derrière les gilets jaunes, ils courent derrière les caméras et les micros qui sont derrière les Non, gilets mais jaunes. quand même, sur un mot, c'est que gardons-nous quand même de l'idée c'est nouveau donc c'est beau, quoi. Parfois il y a des nouveautés qui ne méritent pas tous les éloges. Oui, c'est des gens qui rentrent en politique, quand même. On peut regarder, qui n'étaient plus en politique. Là, il a raison, Yvan. D'erreurs de jugement. Ce qui est marrant, c'est que vous trouviez ça touchant, alors que le macronisme, vous l'avez jamais trouvé touchant. Et au fond, c'est le revers du macronisme. C'est-à-dire qu'on se prend en pleine poire. Le macronisme, c'est effectivement cette espèce d'horizontalité, etc., des métropoles. Et là, on se prend le macronisme des campagnes et des zones, et des zones rurales. Oui. Et finalement, c'est la même chose. Et on a, dans les deux cas, il y a effectivement une défiance vis-à-vis des corps intermédiaires. Moi, je vais vous dire un truc, je trouve pas que ce soit une super bonne nouvelle quand même. Cette défiance vis-à-vis des partis politiques, vis-à-vis des politiques et vis-à-vis des syndicats. Moi, je trouve pas que démocratiquement ce soit une bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle. Moi, je trouve que la seule qui s'en sorte aujourd'hui, parce que Dupont-Aignan était déjà à 7 avant et il reste là où il est, donc il n'a pas gagné un iota avec ce mouvement des Gilets jaunes et pourtant il l'a mis, il a remis, il a gueulé sur tous les plateaux de télé, donc bon, ça l'a pas fait bouger d'un iota et j'en suis pas mécontente parce que je ne vois pas effectivement comment des hommes et des femmes politiques en fait ne font que souffler sur les braises. Ça me paraît vraiment un manque de rigueur morale et intellectuelle que j'arrive pas à comprendre. Vous avez raison aussi par contre sur Mélenchon, non seulement il a pas gagné mais il a perdu des voix. Et alors Mélenchon, ce qui est par contre assez incroyable, c'est que au fond, il sait plus où il habite. C'est-à-dire que quand même, la partition de Mélenchon, ou alors dans ces cas-là, il va devenir Podemos, je ne sais pas comment ça va finir, mais la partition de Mélenchon, c'était de jouer les villes, c'était de jouer les banlieues, et c'était pas du tout de jouer la ruralité et la campagne. Et donc là, si vous voulez, au fond, on peut pas jouer toutes les cartes en même temps. Ça, je suis assez d'accord avec Rioufol là-dessus. C'est-à-dire que tu peux pas jouer à la fois le multiculturalisme, dire la mondialisation c'est génial, la campagne c'est des fachos, et maintenant dire les fachos sont géniaux, les voilà, vous voyez qu'on est d'accord de temps en temps. Je suis d'accord là-dessus. Il y a un moment donné, on peut pas être le parti bolchevique et avoir les mêmes attitudes que la démocratie chrétienne. C'est ce qu'il essaye de faire. Ça marche pas. Mais d'ailleurs, ça ne marche pas dans les sondages. Non, et ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que initialement, il faut quand même revenir au point de départ. C'est que quand ce mouvement des Gilets jaunes est apparu, il y a un mois, je me souviens très bien de la manière condescendante avec laquelle la gauche avait immédiatement jugé ce mouvement comme étant un mouvement populiste. Et c'est en se percevant qu'il avait quand même des caractéristiques d'une révolte sociale qui pouvait donc plaire à la gauche, que la gauche a essayé de s'y raccrocher. Mais elle n'arrive pas à comprendre ce mouvement, parce que c'est un mouvement qui est en effet, qui échappe un peu à tout le monde. Et même
même d'ailleurs aussi à Marine Le Pen dans le fond, parce qu'elle oui, mais enfin, elle reste à sa place. Elle a sa place, de hauteur pour le coup, excusez-moi, mais j'ai pas une passion pour Marine Le Pen, mais enfin, elle a plus de hauteur que les autres. Quand elle dit à Dupont-Aignan, dans l'interview qu'elle donne aux Parisiens, moi ma place n'est pas de souffler sur les braises et d'attiser la révolte, je m'excuse, mais je trouve qu'elle a plus de hauteur républicaine. On écoutera. Moi, c'est une interprétation qu'on a. Moi, je ne crois pas une seconde à l'idée qu'il est claquemuré dans son palais et qu'il a peur de sortir. Regardez Édouard Philippe, demain, il va aller voir des gilets jaunes en Haute-Vienne, je crois. Emmanuel Macron peut le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment une violence, et ça, c'est qui est gênante. Oui, on rit beaucoup de tout ça, mais il y a aussi une forme de violence que moi je trouve exagérée envers la personne d'Emmanuel Macron en ce moment. C'est un peu la même qu'il y avait à l'égard de Fillon à la fin de sa campagne, lorsqu'il ne pouvait pas faire un déplacement sans que des insoumis arrivent avec des casseroles et avec des agressions. Et je trouve qu'il y a une frontière à ne pas franchir à un moment donné. Évidemment qu'on a le droit de le critiquer, comme l'a dit Olivier Mazerolle, mais la violence de certains mots, de certains appels à la sédition, à la prise d'assaut. Donc vous rejoignez Alain Finkielkraut qui dit il y a une haine délirante vis-à-vis de Macron. Ouais, je crois qu'on est dans une forme de mais je suis d'accord. Pathologique. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, il y a des choses qui sont dissibles dans la presse écrite. Mais que nous ne pourrions pas reprendre dans notre voix. Oui, bien sûr. Parce que franchement, il y a des slogans anti-Macron que j'ai lus dans différents hebdomadaires. Il est normal que la presse écrite les rapporte d'ailleurs. Mais moi, je me refuserais à les dire à l'antenne, ou en tout cas c'est passé comme ça. Isabelle Chaportin. Oui, je suis pas certaine que ce soit vraiment le rôle de la presse de faire le micro ouvert comme ça a été le cas, parce que vous dites nous on n'oserait pas le dire dans notre voix, mais enfin on l'a vu sur les chaînes en continu. On a eu ce flot se déverser de haine sur Macron que j'ai trouvé tout à fait gênant. Ça a libéré la haine. Bien sûr, ça a libéré la haine. Et puis par ailleurs, je m'excuse, mais enfin c'est vrai qu'il n'a donné les 10 milliards qu'à partir du moment où il y a une explosion de violence. Donc qu'est-ce que c'est le message politique de Macron? Moi, c'est ça qui me gêne le plus là-dedans. C'est qu'au fond, il faut que les mecs cassent tout. Pour vous avez entendu Gérald Darmanin dire on les aurait donnés quand même. Oui, mais d'accord, mais enfin sauf qu'ils les ont pas donnés quand même. On a du coup les syndicats. On a les syndicats qui sont là à essayer de tout organiser et qui finalement avec leur défilé de millions de personnes n'ont rien. Et il suffit qu'il y ait 4 mecs avec leurs gilets jaunes et 3 extincteurs en train de tout péter, on leur donne tout. C'est vrai qu'il y a un message qui est quand même très très gênant. Et par ailleurs, moi ce que je trouve gênant dans ce que vous venez de dire, Marc-Olivier Fogel, c'est presque qu'il ait choisi les journalistes qui voulaient venir avec lui. Bon, bah ça, alors là, c'est le jeu de tous les hommes politiques. Là-dessus, il ne faut pas tomber de sa chaise. Tout le monde choisit ses journalistes. Moi, je trouve ça nul, moi. C'est peut-être nul, mais ça, alors là, pour le coup, c'est nul depuis toujours. On choisit les journalistes avec lesquels. Depuis toujours, vous avez raison. Que les hommes politiques choisissent les je pense que de toute façon, c'est pas une question d'AFP ou pas AFP. Je pense que de toute manière, il serait utile pour lui d'y aller sans journaliste. Ça peut être, du tout. Sans journaliste, sans service de sécurité, ça serait là vraiment. Mais là, on parle d'enfants, de maltraitance d'enfants. Je suis pas sûr que ce soit la place de 15 caméras et 40 micros. Peut-être que c'est simplement ça le sujet. On peut pas toujours sans arrêt, on peut pas toujours accabler Emmanuel Macron. C'est-à-dire, s'il ne va pas, on dit qu'il ne se déplace pas, qu'il est dans son bon cœur à l'Élysée. S'il se déplace, on dit mais comment? Il n'a pas de journaliste, il a trop de journalistes, il veut se faire sa com, etc. Quoi qu'il fasse, dans n'importe quel sens, qu'il choisisse une manière ou une autre de faire quelque chose, de toute façon, il y a un degré de haine qui est arrivé contre lui que moi personnellement je déplore. Je trouve que la petite sélection là des réseaux sociaux était excellente, mais j'ai pas tellement envie d'en rire parce que je trouve que c'est pas drôle pour notre pays. Franchement. Bon, alors on va pas parler de sexiste, antisémitisme, photomontage dégradant, menaces de mort. Depuis le début de la crise des Gilets jaunes, la parole haineuse s'est libérée sur Twitter ou Facebook, comme les fausses informations d'ailleurs, alimentées par des contre elles ou pas. Hier, une des cibles des utilisateurs des réseaux sociaux, la secrétaire d'État Marlène Schiappa a porté plainte pour cyberharcèlement. Ces réseaux sociaux finalement. Et si on en débattait d'abord sur les réseaux sociaux, Benoît. On entend aussi des inepties comme tout à l'heure, là, celui qui disait mais on veut, il y a qu'en France qu'on pense qu'on peut encore réguler tout ça, mais qu'il aille vivre en Chine ou en Russie, celui-là. Moi, je pense que, ce que je trouve intéressant dans cette histoire de réseaux sociaux, c'est qu'au fond, on a eu l'impression qu'on avait un nouvel outil démocratique et qu'en fait, c'est tout sauf un outil démocratique. C'est-à-dire qu'on avait l'impression, et c'est un peu le truc des Gilets jaunes avec on ne veut plus de représentants, on veut pouvoir s'exprimer directement, on ne veut même plus des journalistes, puisque nous sommes nous aussi finalement absolument des représentants. Donc on veut s'exprimer directement. Sauf qu'on se rend compte, il y a un très bon dossier du Nouvel Obs d'ailleurs cette semaine, que ça existe encore. Vous êtes désagréable. De l'Obs, pardonnez-moi. Enfin bon, il est toujours Nouvel Obs. Bon, quoi qu'il en soit, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que au fond, c'est le règne des fake news, c'est-à-dire des fausses informations, et que ces fake news perdurent 6 mois de plus que les informations entre guillemets vraies. Que le temps de les démonter, elles restent
presse, elle perdure, que tout le monde est sur un même pied d'égalité. Quand vous voyez les représentants des Gilets jaunes, dont j'ai même pas envie de citer le nom pour leur faire de la publicité, qui distillent de fausses informations, qui sont complètement complotistes, et que finalement on met sur un même pied d'égalité que n'importe quel homme politique, que n'importe quel journaliste, comme si sa parole était équivalente. Moi, je trouve que c'est quand même un vrai problème démocratique. Pendant des heures, il met ces 600 maires en face de lui dans un peu dans la position qu'a l'anonyme qui est invité sur un plateau de télé pour interroger un politique. Enfin, en gros, il pose une question et puis après, la parole est rendue aux politiques, généralement. Et là, si ce grand débat, ça doit être, si ce grand débat, ça augure mal, en tout cas, des conditions du grand débat et de la capacité, en tout cas, du président de la République à se mettre en posture effective d'écoute. Ouais, ça vous plaît pas, on l'entend bien. Isabelle, ça porte. Non, moi je vous trouve un peu dur parce que justement, on lui a reproché sa posture jupitérienne. On lui a reproché d'être dans sa tour d'ivoire. Et là, il va au contact. On ne peut pas lui reprocher tout et son contraire. Et par ailleurs, là, moi, je vais faire mon Alain Duhamel qui dit oui, moi, j'ai écouté toute l'après-midi. Et donc, je l'ai beaucoup écouté. Mais non, j'adore Alain Duhamel. C'est mal. Mais pas du tout. Surtout sur RTL. Mais justement, mais je veux dire, j'ai écouté les maires et je suis pas d'accord avec vous. D'abord, il les écoute, il est forcé de les écouter et il s'en prend plein la tronche. Emmanuel Macron, ah si, je suis désolée, et avec des choses concrètes. Moi là, j'avais fait un bouquin il y a quelques années qui s'appelait Foutez-nous la paix, qui racontait toutes les normes complètement hallucinantes que font les réglementations administratives. Et là, il était face à ça. Il disait mais voilà, regardez, vous édictez d'en haut des normes administratives complètement ahurissantes qu'on n'arrive pas à mettre en place. Vous avez fait, d'ailleurs c'est pas lui, c'est Hollande, cette loi pour fusionner les régions. D'ailleurs c'est quand même un comble. Pardonnez-moi cette petite digression, que Hollande mette son gilet jaune alors que la plupart des gilets jaunes sont fous de rage parce que les services publics reculent, notamment à cause de cette loi de fusion des régions. Et c'est ce que disaient les maires. Ils disaient écoutez, c'est parfait, donc là maintenant on dépend d'une intercommunalité, on n'a plus de prise sur elle, on peut plus distribuer les cartes d'identité. Il y a un moment, ça suffit. Donc moi je trouve très bien qu'il soit mis dans le bain, je trouve qu'il fait le job, je trouve que pour une fois, il y va, il est au contact, on ne peut pas tout lui reprocher. Alexandre. Isabelle. Bon, moi, permettez-moi de faire un pas de côté. C'est-à-dire qu'avec la révision de la Constitution, avec ce quinquennat et avec effectivement le fait que les législatives sont juste après le quinquennat, aujourd'hui, le Premier ministre, le super Premier ministre de la France, c'est le président de la République. Donc là, vous dites, au fond, il se met en scène. Aujourd'hui, il n'y a que lui qui puisse se mettre en scène. Il n'y a que lui qui puisse aller au contact des Français. Donc il n'a pas d'autre choix. Attendez, excusez-moi. Je vous ai pas coupé pour le coup, laissez-moi finir. C'est très bien. Ce n'est pas ça ce que je conteste. C'est pas le problème de se mettre en scène, c'est que c'est le seul à pouvoir aller au feu. Donc il y va. On peut pas lui reprocher. Maintenant, si vous voulez, ce qu'il faut faire, c'est effectivement réconcilier la France avec elle-même. J'espère que ce grand débat y arrivera. Et par ailleurs, excusez-moi, mais il faut une réforme constitutionnelle. Parce que si on veut que cette cinquième ressemble un peu à son pays, il faudra effectivement que le Premier ministre ait un rôle de chef de la majorité. Il faudra un peu de proportionnel pour que la majorité soit autre chose qu'une majorité godillot. Mais d'accord, mais ça doit normalement sortir de ce grand débat national. Et j'espère que ça évoluera. Président de la République pour ça. Ça fera sortir. Vous êtes un peu comme le président de la République, Isabelle. Vous allez aux conclusions avant même que le débat. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faudra. Non, mais ne dites pas encore une fois, Isabelle. Je suis d'accord pour dire que le président doit s'impliquer, mais il ne va pas au feu. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il ne va pas au feu. Il s'abrite. Attendez, les gilets jaunes sont pas capables de trouver eux-mêmes. Il se met en scène. Les gilets jaunes sont pas capables de il essaie de valoriser sa propre politique. Or, c'est pas ce qu'on lui demande. Il décapite les représentants qui pourraient avoir à chaque fois qu'il y en a un qui est maire. Vous voyez bien qu'il a lui-même lancé les sujets. Il cherche à avoir la tutelle sur un mouvement qui est précisément un mouvement qui voudrait se séparer de cette tutelle de l'exécutif. Donc il veut réconcilier la France avec elle-même, mais moi je veux que ça marche. Non, il veut réconcilier la France avec lui, c'est différent. Yvan Rioufol, Philippe Bailly, Alexandre Malafaille et Isabelle Saporter. Allez, SOS Saporter. Alors, j'aurais jamais pensé devenir effectivement la macronienne de service ce soir. Ça m'étonne moi-même un petit peu. Mais je dois dire que si vous voulez, vous avez tout à fait raison sur le fait que le premier cercle de Macron n'a, entre guillemets, pas su le protéger, a été d'une médiocrité confondante dans cette histoire Benalla, que effectivement, il fallait
débrancher Benalla dès le départ et certainement pas faire traîner cette affaire. Maintenant, Benalla, je pense que chaque président de la République a eu son Benalla. C'est-à-dire qu'au fond, tous les hommes politiques de cette envergure sont entourés de barbouzes. On a un barbouze qu'il aurait fallu effectivement être débranché comme un barbouze. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en train de s'étonner qu'un barbouze se comporte comme un barbouze. Moi, ça ne m'étonne pas. Mais je suis désolée. Non, mais c'est ça. Au fond, ça n'est que ça. Vous oubliez toute un la barbouze, déjà, ça se fait pas prendre. Mais bien sûr que si, ça se fait prendre aussi, mais ça se fait débrancher. Moralisatrice et vertueuse qui avait accompagné l'élection de Macron, c'était Macron arrivé. Vous avez raison. Vertueux, la morale. Non, mais là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a, pour dire que l'affaire en elle-même n'est pas très. Elle est sans intérêt cette affaire. Oui, à partir du moment, on a les affaires qu'on mérite. Et là, il tombe sur des petites affaires médiocres parce que malgré tout, la médiocrité est un peu partout, je trouve, dans cette manière de conduire. Je pense que, si vous voulez, elle a pris une dimension qui était complètement hallucinante parce qu'elle a été très mal gérée par l'entourage de Macron, qui n'a pas été soutenu effectivement à ce moment-là. Comme en plus lui, il était dans sa posture jupitérienne cet été en disant cette affaire est sans intérêt, ça n'intéresse pas les Français, et qu'il n'a pas été capable d'y répondre, ça a effectivement laissé perdurer cette affaire. Maintenant, là encore, vous avez raison, Yvan Rioufol, c'est que tu te fais élire sur une posture hyper moralisatrice en disant je serai irréprochable, tu dois l'être. Et donc le débrancher dès le départ.